Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. Cette semaine à l'émission, puisque nous sommes dans la saison des fêtes nationales, nous allons parler de nationalité et de citoyenneté avec deux invités juristes, France Houle et François Crépeau. D'où viennent ces notions? Comment évoluent-elles, surtout avec la multiplication des doubles nationalités? Mais d'abord, on va revenir sur le printemps arabe avec un angle particulier. Est-ce que les États-Unis ont voulu, ces dernières années, multiplier le nombre de jeunes leaders qui ont une connaissance des techniques de la non-violence et des réseaux sociaux pour faire en sorte que ces révolutions fassent irruption? On en parle avec notre invité, Ahmed Bensada, qui a consacré un ouvrage à ce sujet, Arabesque américaine, dans un instant. Nous sommes de retour et comme promis, nous allons parler de l'influence de certaines thèses américaines sur la révolution non violente dans ce qui s'est produit depuis le début de l'année dans les pays arabes avec notre invité Ahmed Bensada. Merci d'être là. Bonjour. Alors, vous avez écrit ce livre Arabesque américaine, le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe. Je vous présente pour nos auditeurs. Donc, vous avez été chercheur en Polytechnique, vous avez eu votre doctorat en physique ici à l'Université de Montréal, après avoir enseigné à l'Université d'Oran en Algérie. Et depuis, vous vous consacrez à l'éducation. Vous avez d'ailleurs reçu le prix du Premier ministre du Canada pour l'excellence dans l'enseignement, mais vous intéressez au lien entre l'Occident et l'Orient dans une chronique que vous tenez au quotidien d'Oran. Et donc, ce livre, je vais introduire le sujet en disant ceci. Gigi Ibrahim, vous connaissez? Oui. Une des leaders de la révolte égyptienne. Elle a été interviewée il y a quelques semaines dans une grande émission de télé américaine et l'intervieweur, Jon Stewart, lui a demandé d'où vous est venue l'idée de vous impliquer dans cette révolte. Et elle a dit « J'ai pris un cours » ou à l'université américaine du Caire. Et ce cours s'appelait, je vais le trouver ici, Social Mobilization Under Authoritarian Regime, c'est-à-dire mobilisation sociale sous les régimes autoritaires. Et cette dame, cette demoiselle, Gigi Ibrahim, qui est toujours très active, n'avait aucun lien auparavant avec les révoltes, quelles qu'elles soient, et est maintenant une des 4-5 personnes qui ont été les plus actives dans cette mobilisation. Alors, votre livre donne, disons, la superstructure qui sous-tend un peu cette anecdote en disant, il faut savoir que effectivement, il y a une volonté américaine très forte depuis plusieurs années d'enseigner à de jeunes Arabes, mais aussi d'Europe de l'Est, comment faire des révolutions non violentes. Alors, expliquez-nous ça un peu. Alors, votre introduction est très intéressante dans la mesure où elle donne place à Gigi Ibrahim, dont je ne parle pas d'ailleurs dans mon livre, mais je parle d'autres personnes, parce qu'il était impossible de parler de tous les cyberdissidents. C'est qu'il y a une... quand on regarde comment sont déroulées les choses plusieurs années avant les événements de la place Tahrir en Égypte, c'est qu'il y a eu non seulement une volonté américaine de former ces gens-là, mais il y a eu aussi un investissement d'argent, il y a eu une mise en réseau des cyberactivistes arabes. Donc il y a une volonté qui ne date pas d'hier. C'est que en fait, ce que je dis et ce que les gens comprennent quand ils lisent le titre de mon livre, c'est que ce ne sont pas les États-Unis qui ont fait les événements. Les événements sont une conséquence de la déliquescence des systèmes politiques arabes partout. Donc il y a un terreau fertile là-dedans. Et les États-Unis, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de prendre des leaders et d'essayer de les former dans l'exercice de la démocratie. En fait, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Comment on peut exercer de la démocratie? Et comment se débarrasser de dictateurs lorsqu'ils ne sont plus, au diapason avec leur peuple? Alors, il y a un théoricien dont les écrits sont très très lus, qui s'appelle Gene Sharp. Oui. Qui est-il? Alors, Gene Sharp est un philosophe américain qui est
son bureau est à Boston, qui a écrit un livre qui s'appelle de la dictature à la démocratie, quelque chose comme ça, qui a été traduit en plusieurs langues. Et ces théories ont été mises en pratique pour la première fois par des jeunes Serbes au début des années 2000 qui ont réussi à mettre de côté le président Milošević. Ces gens-là... Et ce livre, qu'est-ce qu'il dit, ce livre? Alors, ce livre-là, il prône la non-violence. En fait, il repose sur quelques centaines de points pour essayer de défaire des dictateurs sans trop d'effusion de sang. En fait, c'est ça l'idée. Donnez-nous quelques exemples. Alors, les exemples les plus frappants qu'on a vus d'ailleurs même en Tunisie et en particulier en Égypte, c'est la fraternisation avec les forces de l'ordre. Je ne sais pas si vous avez vu des images, il y avait beaucoup d'images de hugs, en anglais, d'embrassades. On offre des fleurs, par exemple, on offre des fleurs aux militaires, on se photographie avec les militaires. Il y a eu aussi l'utilisation de slogans. Il y a des petits slogans comme « dégage » par exemple, comme en arabe c'est « irhal », « va-t'en », des petits slogans comme ça qui sont très percutants. Il y a eu aussi l'organisation de grandes cérémonies religieuses, genre prière à la place Tahrir, 100 000 personnes qui prient. Il y a eu par exemple l'affichage des morts. Il y a toujours eu des morts, même dans une révolution j'appelle ça une révolution, dans une révolte qui est non violente, il y a des morts. Donc on affiche nos morts, on les affiche, puis on les montre. Donc tout ça, c'est pour sensibiliser le citoyen à la justesse de la cause. Comme quoi, nous sommes des gens qui sont pacifiques et nous voulons le bien de notre pays. Donc, il n'y a pas de violence, il n'y a rien du tout là-dedans. Il y a aussi... Donc, il y a beaucoup de techniques de communication et évidemment ne pas susciter de confrontation avec les forces de l'ordre et les forces policières. Au contraire, tenter, parce qu'à la fin de quand la révolte devient révolution, la clé, c'est le pouvoir militaire, le pouvoir policier. Est-ce qu'il va basculer Exactement. dans le camp des Vous avez même des vidéos extrêmement intéressantes que sur mon site, j'en ai mis quelques-unes. C'est que vous voyez, par exemple, des fois des jeunes qui ne sont pas au fait de la technique et qui agressent les policiers. Et vous voyez les militants, ils ne vont pas contre les policiers, non, ils vont contre les jeunes qui disent non, il ne faut pas de violence, même si on vous frappe. Alors, quand on vous frappe, il y a des techniques. Par exemple, on sait par exemple qu'ils ont utilisé des oignons, ils ont utilisé des foulards pour le gaz lacrymogène. Donc, il y a tout un manuel du parfait revendicateur qui est publié. D'ailleurs, sur mon site aussi, on en a retrouvé comment s'habiller, prendre des bouteilles d'eau, faites attention. Par exemple, quand vous prenez des photos, utilisez plusieurs cartes mémoire, faites passer les cartes mémoire parce qu'on va vous confisquer vos portables, etc. Ça, c'est le manuel du parfait insurgé pacifique. Et ça, on en retrouve des copies traduites dans toutes les langues, dans toutes les langues. Alors, ils sont gratuits en plus. Même moi, j'en ai downloadé une version en français et elles ont été traduites. En fait, d'après mes recherches, la première fois que ça a été mis à la disposition de dissidents, c'était pour la Birmanie. Donc, c'est même en Birman, on le retrouve. Et là, en Europe de l'Est, donc, il y a aussi cette idée de couleur. Alors, il y a la révolution orange, la révolution verte, et certains de ces révoltes sont tirées ou inspirées par ce livre, ce manuel de Gene Sharp. Et ensuite, on retrouve dans le monde arabe non seulement cette idée de couleur, mais aussi certains slogans et certains logos qui étaient utilisés en Europe de l'Est. Exactement. Donc, moi, là, ce qui m'a attiré mon attention, c'est le point. Le point d'Otpor. L'Otpor, c'est le mouvement, c'est l'équivalent du mouvement du 6 avril en Égypte. C'est le mouvement serbe. C'est un point levé comme ça, fermé. Et en bas, il y a Otpor. Alors, le mouvement du 6 avril, il a repris le point et il a mis
Harakat 6 avril, le mouvement du 6 avril. Donc, et vous voyez même des dames voilées, il y a même une photo qui a fait le tour de toute la presse, qui est une femme voilée avec, le logo dans une espèce de drapeau avec le logo d'Otport. Donc moi j'ai trouvé le livre très convaincant. Je suis d'accord avec Louis Cornelier du Devoir qu'il y a certaines sources qui sont plus discutables, mais ça n'empêche pas que le livre est convaincant sur la volonté, le financement, la dissémination. Mais là où il y a débat, c'est sur le motif. Parce qu'une fois qu'on a tout décrit ça, on dit merci les États-Unis d'enseigner à des jeunes d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord de se débarrasser de leurs tyrans locaux. Et là, dans votre démonstration, vous dites c'est une volonté américaine d'essayer d'avoir des gouvernants qui sont démocratiquement élus, mais pro-américains. C'est sans doute leur espoir, mais ils prennent un énorme risque, parce qu'ils étaient quand même certains, avec Moubarak en particulier, ils avaient un dictateur pro-américain. Jamais ils n'auront un élu aussi pro-américain que le dictateur qu'ils ont aidé à renverser. Ce qui intéresse actuellement les États-Unis, c'est pas d'avoir des dirigeants qui sont pro-américains. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir un peuple arabe qui n'a pas d'animosité contre les Américains. À mon avis, c'est ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait que vous avez à la tête de chaque pays arabe quelqu'un qui est pro-américain, il y a eu les attentats. Le peuple n'aime pas un anti-américanisme extrêmement exacerbé. Donc, l'idée, c'est d'aller, premièrement, chercher une espèce d'aimer les États-Unis pour ce qu'ils sont, pour les valeurs qu'ils sont. Il y a cet aspect-là que les révoltes ont permis. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie, il n'y a pas eu un seul slogan anti-américain, ce qui est assez bizarre en Orient. Deuxièmement... Oui, pas de drapeau américain brûlé. Pas de drapeau israélien. En Libye, même exactement. Une grande satisfaction de l'intervention américaine. Exactement. Autre chose, si on regarde très bien ce qui s'est passé avec Moubarak, c'est que Moubarak, là, avec l'histoire du Soudan, par exemple, et ça a été très peu raconté dans les médias, c'est que Moubarak il était contre la partition du Soudan, parce que le Soudan est une base arrière, le Soudan a énormément de relations avec l'Égypte. L'Égypte a beaucoup de ses citoyens qui travaillent au Soudan, et il y avait un gros problème entre Moubarak et l'administration américaine à ce sujet-là. Oui, c'est un des sujets de discorde. Mais quand même, les Américains ne pouvaient pas prévoir à quel moment la révolte allait avoir. Oui, mais ce qui est d'intéressant et puis là je leur tire chapeau dans la politique américaine, c'est qu'ils n'attendent pas que les choses se passent. Ils préparent le terrain. Il y a un terreau fertile. Il y a un terreau fertile à la dissidence. Donc ça aurait pu exploser il y a 2 ans ou dans 4 ans. Ah oui. Alors ça ne se contrôle pas. Non, mais ça explose. Oui. Il n'y a pas un Arabe qui peut vous dire que ça explosera pas, parce que la situation est explosive. Il y a énormément de pression sur les gens, il y a un manque de démocratie, donc ça explose. Donc vous savez par exemple que pour l'Iran, par exemple, il y a eu la même technique qui a été utilisée en 2009. Ça n'a pas explosé. Donc, c'est-à-dire, il y a eu une énorme révolte qui ne s'est pas concrétisée par un renversement du régime. Ce qui veut dire que les théories de Gene Sharp peuvent fonctionner, comme ça a fonctionné dans les anciens pays de l'Est, ça a fonctionné en Tunisie et en Égypte, mais non, elles peuvent elles peuvent être contrées, comme on a vu en Iran pour la Révolution verte, et aussi non mais en Syrie c'est au Venezuela. Au Venezuela aussi il y a eu énormément de pression par rapport avec les mêmes méthodes, ça n'a pas fonctionné. Ce qui se passe en Syrie et en Libye actuellement, à mon avis ça n'a rien à voir. Ça a commencé avec l'histoire de Twitter et de Facebook, mais c'est une implication directe où on finance un groupe contre un autre. C'est carrément une guerre civile. Et en Syrie les dernières nouvelles montrent qu'il y a des groupes armés qui sont dans le nord et qui sont en train d'être dépassé financés. la stade Exactement. De la non-violence. Ahmed Ben Saada, c'est tout le temps que nous avons. Je recommande la lecture de votre livre Arabesque américaine. Ça verse au dossier un élément très, très intéressant pour la compréhension des choses.
Et pour terminer en musique, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Alors, je vais vous proposer une chanson que j'ai trouvée très intéressante sur Internet. C'est une chanson qui est reprise par plusieurs jeunes dans les rues du Caire et qui font, en fait, qui parlent de la révolution qu'ils ont vue pendant les mois passés. Très bien. Alors, merci d'avoir été là. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Et on écoute les jeunes de la place Tahir chanter leur révolution non violente. رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا أهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا. Retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, ici Jean-François Lisée. Alors on parle, puisque nous sommes en période de fête nationale, on parle de nationalité ou de citoyenneté avec deux invités. D'abord France Houle, professeur à la faculté de droit à l'Université de Montréal. Bonjour France, merci d'être là. Vous êtes aussi directrice du pôle immigration au REDTAC, le réseau d'études sur les dynamiques transnationales et de l'action collective ici au Cerium. Vous avez écrit récemment l'effectivité de la loi sur l'accès à l'information et aux documents électroniques pour le commissariat fédéral sur l'accès à l'information. Et notre autre invité, François Crépeau. Merci d'être là, François. Bonjour. Alors, François, tout le monde sait que vous êtes le directeur scientifique fondateur du Cerium, alors ce qui fait que vous avez la carte chouchou à Planète Terre. Vous pouvez venir un certain nombre de fois. Merci. Vous avez été nommé ces jours derniers, on vous en félicite, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme des migrants. Alors, c'est un choix non honorifique. C'est un concours basé sur les compétences. Alors, on vous félicite d'avoir été celui qui a été choisi. Et parmi vos écrits récents, avec Delphine Nakache et Idil Attak, qui sont des gens qui ont été également associés au Cerium à divers titres, vous avez écrit « Les migrations internationales aux presses de l'Université de Montréal ». Alors, d'abord, le genre humain n'avait pas, lors de sa naissance, de nationalité ou de citoyenneté. Commençons au début, François. Quand est-ce que ça commence de dire « moi, je suis de nationalité grecque, romaine, avant On retrace ses origines à Alexandrie, en Égypte. Et on aurait trouvé des écrits donc, où on reconnaissait la citoyenneté, mais c'était une citoyenneté qu'on qualifiait d'active, c'est-à-dire seuls les citoyens qui étaient actifs dans la vie publique pouvaient être des citoyens, et c'était très limité. Donc à l'époque, c'était limité à l'élite macédonienne. Et on excluait les métèques, les esclaves, les femmes en particulier de cette citoyenneté. Donc, un nombre très limité de personnes qui peut demander la citoyenneté ou se l'avoir attribuée par un État ou un royaume ou, dans le cas là, de l'Égypte. Et qu'est-ce que ça conférait comme droit ou privilège? C'était essentiellement le droit de participer à la vie publique à l'époque. Et c'est la même chose qui s'est passée sous la Grèce antique. Et ensuite, chez les Romains, c'était le même type de citoyenneté, mais on élargissait un peu plus la base des personnes qui pouvaient recevoir cette citoyenneté. Donc, chez les Grecs, c'était les hommes libres, les Grecs essentiellement. Et, donc plus pas loin, les esclaves. Non, ni les métèques, ni les femmes, toujours étaient exclus. C'est la même chose avec les Romains, mais maintenant, on élargit à tous les hommes qui font partie de l'Empire et qui sont des hommes libres. Et des hommes libres, à l'époque, évidemment, ce sont les propriétaires, c'est l'aristocratie, les hauts gradés dans l'armée, etc. Donc, encore un nombre assez limité de personnes qui peut demander la citoyenneté, donc, pas mais les qui soldats, s'élargit. pas les paysans qui travaillent pour des propriétaires. Donc, il faut la propriété, être gradé, parce que là, dans l'Empire romain et même chez les Grecs, il y a la participation un peu plus large à la désignation des sénateurs, des consuls, où là, ce sont que les citoyens qui participent à ça. Exactement. Donc, c'est vraiment une notion de citoyenneté active. Ce n'est que plus tard que la notion de citoyenneté, disons, plus passive, où on reconnaît
l'état de citoyen à une personne parce qu'elle est née sur un territoire, par exemple, comme au Canada. Et ça va arriver beaucoup plus tard, ce concept-là. On parle alors de la Révolution française comme étant le premier moment où on a véritablement reconnu à toute personne, qu'elle soit femme ou homme, le droit de devenir citoyen. Donc là, on est en 1789, donc Voilà. Fin du 18e siècle. Mais pour revenir, par exemple, sur l'Empire romain, ce qui est intéressant, parce qu'il y a citoyenneté et nationalité, qui sont deux termes qu'on va définir. Mais donc, l'Empire romain était assez vaste. Afrique du Nord, Moyen-Orient, jusqu'à l'Espagne. Donc, il y avait plusieurs nationalités, enfin, plusieurs ethnies, plusieurs langues qui étaient parlées, mais tous ceux qui étaient dans l'élite étaient citoyens romains. Donc, Voilà. on avait déjà une citoyenneté plurinationale. Oui, effectivement. Donc, dans la mesure où tout le monde faisait partie de l'Empire romain, on était reconnu comme étant citoyen de l'Empire romain. Je ne crois pas que les Romains reconnaissaient la double citoyenneté comme on la reconnaît aujourd'hui, mais les personnes qui faisaient partie de l'Empire romain pouvaient exercer des fonctions de nature politique. François Copeau, nationalité, citoyenneté. Quelles sont les zones de convergence et de divergence entre ces deux termes? Les termes ont des fonctions distinctes. Nationalité, le terme même renvoie en fait à tout le concept de nationalisme qui est apparu en fait avec la Renaissance, au moment où les États se sont affirmés comme les acteurs dominants de la scène internationale face aux deux anciens prétendants qui étaient la papauté et l'Empire en Europe. Et là, tout d'un coup, des États se forment qui revendiquent un terme qui a été inventé par les spécialistes du droit international de l'époque, qui est la souveraineté. Et donc, on a, à partir de ce moment-là, on a l'État, on a les prémices au début, puis ça s'est consolidé, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-nation, l'État national. Donc, ça a à peu près 5 siècles. Cet État-nation, il est fondé sur cette idée de souveraineté, qui est le pouvoir absolu de décider sans avoir à justifier. Pourquoi il fallait ça? Parce que l'Empire, comme la papauté, revendiquait la filiation divine. Et donc, face à cette divinité, la reine d'Angleterre est encore reine par la grâce de Dieu, d'ailleurs, c'est encore dans les écrits. Donc, face à l'affirmation de la relation divine de l'Empire et de la papauté, il fallait affirmer un pouvoir équivalent qui était la souveraineté nationale. Donc, nationalité est liée à la création des États et c'est l'appartenance à une nation et c'est l'appartenance exclusive à une nation qui est déterminée par sa capacité absolue de s'autodéterminer sur la scène internationale. La citoyenneté, c'est la capacité de participer à la vie de la cité. La citoyenneté, c'est la capacité d'interagir. Et il peut y avoir des citoyennetés multiples. Au Québec, on le sait très bien. Autour de cette table, nous sommes tous les trois citoyens de Montréal, du Québec, du Canada, et en partie citoyens du monde aussi. Donc, on a des citoyennetés à divers niveaux. La nationalité, elle, est toujours liée à l'espace géographique qu'on appelle l'État au sens du droit international. La citoyenneté, là, vous venez de la définir un peu au sens d'identité, mais la citoyenneté légalement reconnue, nous sommes... Alors, là, il faut faire attention à la terminologie. Ouais. Quand je parlais de la citoyenneté, je parlais de la citoyenneté au sens sociologique. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, on appelle nationalité « citizenship ». Par exemple, et donc, au Canada, on a le ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté, et on veut dire la nationalité. C'est le terme anglo-saxon traditionnel de citizenship, mais ce qui est traduit en termes de sciences politiques et de sociologie par nationalité. Donc, ça crée quelques confusions. On va dire, par exemple, que seuls les citoyens et les résidents permanents peuvent demander tel type de... Et on ne veut pas dire les citoyens de Montréal, on veut dire ceux qui ont le passeport canadien, la nationalité canadienne. Donc là, il y a une confusion dans les termes à laquelle il faut faire attention. Alors, François, vous parliez de la Révolution française comme étant le moment où la notion de citoyenneté et les droits liés à la citoyenneté s'étendent à une population au-delà de ses élites, au-delà de la population active, mais c'est aussi parce qu'on rend active la population passive en lui donnant le droit de participer à la cité aussi, donc en particulier le droit de vote.
Oui, effectivement. Donc, dès ce moment-là, tout le monde, quel que soit son statut, qu'il fasse partie de l'aristocratie ou de la paysannerie, est un citoyen français et a tous les droits reconnus à tous les citoyens français qui ont été édictés dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, du citoyen au moment là, de la Révolution française. Donc, ces droits-là, ce sont des droits civiques, c'est la citoyenneté au sens républicain et qui donne le droit à toute personne de participer à la vie publique. Alors, à partir du moment où on étend à toute une population, se pose toujours, comme dans tous ces cas-là, la question de la limite. Hein? À partir du moment où on dit, bon, vous avez le droit de vote, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas le droit de vote. Est-ce que c'est à la frontière de l'État? Est-ce que ceux qui viennent d'arriver? Alors, comment est-ce que ça se pose au départ, cette discussion-là? Bien, la discussion se pose avec la création, si je peux dire, là, du concept de citoyenneté au sens moderne. Et là, on va attribuer une citoyenneté légale à des individus. Donc, légalement, un individu se verra attribuer la citoyenneté d'un pays, comme au Canada, toute personne qui est née sur le territoire canadien est citoyen canadien et aura le droit de vote. Donc, la citoyenneté au sens légal devient centrale dès ce moment-là et c'est à partir de là qu'on définit le terme citoyen en termes exclusivement juridiques. Ce n'est que de très récemment qu'on a recommencé à revoir ce concept de citoyenneté pour en parler, comme François le soulignait, plutôt en termes sociologiques qu'en termes simplement légal. Oui, mais restons au niveau légal. Alors, les Français, à partir de la Révolution, que font-ils avec les migrants? Est-ce qu'ils reconnaissent leur droit à devenir citoyens français, à voter, ou est-ce que déjà on se pose cette question? Tout le droit de l'immigration de la France ou la naturalisation, en fait, des citoyens, des personnes qui ne sont pas nées sur le territoire français, mais qui le deviennent parce qu'ils y vivent à un moment donné, donc la naturalisation, c'est quelque chose qui n'a pas véritablement pris naissance de façon aussi claire qu'au Canada. D'ailleurs, dans les pays de l'Europe, c'est le même phénomène. Il y a plusieurs personnes qui vivent sur le territoire français ou sur le territoire allemand qui y travaillent, qui sont des citoyens au sens sociologique, mais qui ne sont pas reconnus citoyens et qui n'ont pas les droits attachés à la citoyenneté. Alors, François Crépeau, deux notions, deux concepts et deux règles se développent, en particulier en Europe, le droit du sang et le droit du sol. Expliquez-nous comment ça fonctionne. L'acquisition de la nationalité peut se faire effectivement de ces deux manières-là et de façon combinée. Il y a des manières de combiner ces deux règles-là. Le droit du sang, c'est le fait d'être enfant de national, enfant de citoyen. Donc, si je suis enfant d'un parent français, il en suffit d'un, je suis automatiquement français de naissance. Donc, j'ai obtention immédiate de la nationalité dès ma naissance. L'autre possibilité, c'est de naître sur un territoire. Donc, quelqu'un qui naît aux États-Unis, quelle que soit la nationalité des parents, est automatiquement citoyen américain et obtiendra le passeport. Alors, plusieurs pays combinent ces deux règles. La France, aujourd'hui, combine les deux règles. Le Canada combine les deux règles. Donc, il y a des possibilités de combiner ces règles-là. Il y a aussi des possibilités de limiter ces règles-là. Le gouvernement canadien, il y a 2 ans, a limité l'acquisition de la nationalité automatiquement par le sang à la 2e génération née à l'étranger. Donc, des parents canadiens nés à l'étranger ne peuvent plus donner la citoyenneté canadienne à leur enfant si cet enfant naît à l'étranger. Si l'enfant naît au Canada, aucun problème, il est citoyen canadien. Mais s'il naît à l'étranger, il n'est plus canadien. Donc, on peut faire des allers-retours dans la manière d'attribuer la nationalité en fonction de ces deux règles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la règle du droit du sol, c'est une règle qui est fréquemment celle de pays d'immigration, qui se reconnaissent d'une manière ou d'une autre comme pays d'immigration et qui vont intégrer des populations importantes
au fur et à mesure que des vagues d'immigration qui se produisent. C'est le cas des États-Unis, du Canada, de l'Australie. C'est ça. Donc, des pays qui se sont construits sur l'immigration, on dit, bon, puisqu'on veut établir une citoyenneté large à tous ces nouveaux arrivants que l'on appelle, donc on cadre notre système légal pour leur dire, bien, vous serez citoyen du fait de votre présence sur le sol. Voilà. Alors que le droit du sang est traditionnellement un concept plus continental européen, qui fait qu'on est citoyen, par exemple, allemand, du fait qu'on descend d'un ou de deux citoyens allemands. Et là, il y a une conception qui est beaucoup plus culturelle de la citoyenneté, de la nationalité, de l'identité. Jusqu'à tout récemment, moins de 10 ans, on ne pouvait pas devenir citoyen allemand, sauf par naturalisation, si on n'était pas descendants de citoyens allemands. Là, donc, on pouvait avoir 3 à 4 générations de citoyens turcs nés sur le territoire allemand. Et la 3e génération, la 4e génération, n'était toujours pas citoyen allemand. Et l'idée d'origine, c'était que bon, la nation allemande existe, elle préexiste. Nous ne sommes pas en train de meubler le territoire avec des nouveaux immigrants. Donc, les migrants seront de passage. Voilà. Donc, notre droit de la citoyenneté est fixé sur le fait que vous êtes de passage, nous, on est là pour rester. C'est ça. Avec des absurdités. Vous avez des citoyens au sens sociologique allemands d'origine turque qui n'ont pas la nationalité allemande, mais qui enseignent Goethe à l'université. Vous avez eu, dans les années après la chute du mur de Berlin, plusieurs dizaines de milliers de citoyens russes d'origine allemande, quand Catherine la Grande, tsarine de Russie, avait fait venir des paysans allemands pour peupler la Volga, ce qu'on appelait les Allemands de la Volga, eh bien, au moment de la chute du mur de Berlin, leurs descendants, qui parfois, très âgés, se souvenaient d'une berceuse que leur chantait leur arrière-grand-mère en allemand, mais c'était tout ce qu'ils parlaient du point de vue allemand, revenaient en Allemagne et se faisaient automatiquement attribuer la nationalité allemande, puisque la Constitution allemande prévoit la loi du retour. Et donc, c'est tout à fait extraordinaire de voir qu'on peut avoir des situations qui, au cours de l'histoire, deviennent parfaitement absurdes. C'est ça. Des Allemands qui ont quitté depuis plusieurs générations sont toujours allemands, et des Turcs habitant l'Allemagne depuis plusieurs générations ne sont pas allemands. Exactement. On va revenir avec certaines de ces incongruités de la nationalité et de la double nationalité après la pause. Mais d'abord, François, vous avez pensé à une page musicale pour nous. Laquelle et pourquoi? La Frontera de Lassa de Sela. D'une part parce qu'on parle de la frontière, c'est le titre de la chanson, mais aussi pour souligner le départ, encore une fois, de cette merveilleuse compositrice que j'aime beaucoup. Merci. Alors, on revient dans un instant et on écoute, grâce à vous, La Frontera de Lassa de Sela. Hoy vuelvo a la frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Ici Jean-François Lisée. Nous parlons de citoyenneté et de nationalité avec mes invités, France Houle, juriste à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, et François Crépeau, professeur de droit à l'Université McGill. Alors, nous avons parlé un peu des origines de la citoyenneté et de la nationalité. Au Canada, c'est particulier parce que le Canada faisait partie de l'Empire britannique. En fait, au début, il était une colonie britannique. Donc, nous avons été des sujets ou des citoyens, des nationaux britanniques. Vous allez nous dire ça, François. Et comment est-ce que ça a évolué? Lorsque le concept de citoyenneté est né en France en 1789, cela ne nous a pas affectés puisque à ce moment-là, on était déjà une colonie anglaise par la conquête de 1763. Alors, nous étions donc devenus des sujets britanniques et on devait allégeance à la couronne britannique. Et jusqu'en 1867, on était en fait des colons de l'Empire britannique. Sans beaucoup de droits. En fait, l'Angleterre décidait sur le plan politique à peu près de tout. Et donc, cette situation politique a changé au fil des ans pour finalement aboutir
à l'acte de l'Amérique du Nord britannique, avec lequel on a créé le Canada en 1867. OK, mais on avait quand même le droit de vote, parce qu'on votait, par exemple, à l'Assemblée pour les Patriotes. On n'avait pas le gouvernement responsable, il n'était que consulté, mais il y avait quand même une activité politique. Oui, effectivement. Il y avait quand même une activité politique qui était nécessaire pour cimenter quand même le désir de ces personnes de participer à la vie publique, ce qui est quand même important. Donc, à partir du moment où le Canada obtient son indépendance par le statut de Westminster, donc on devient quoi, citoyen canadien et sujet britannique? Il y a quand même un passage, là, comment ça se fait? Bien, en fait, ça a pris encore plus d'une quinzaine d'années avant qu'on ait une loi sur la citoyenneté au Canada. Celle-là a été adoptée, la première loi sur la citoyenneté a été adoptée en 1947. Donc, avant cela, techniquement, oui, on était des citoyens du Canada, de ce Canada indépendant, quoique le concept n'était pas encore reconnu formellement en droit. Mais il est clair qu'on était toujours sujet britannique à ce moment. Et à ce moment-là, sujet britannique, est-ce que ça voulait dire que si on déménageait en Angleterre, ou même si on y allait, on avait des droits en Angleterre même, droit de vote ou autrement? Non, je ne crois pas que c'était le cas. Je pense que c'était tout simplement une possibilité d'entrer sur le territoire, mais sans plus. OK. Et le passeport? Et je peux rajouter, du fait de la taille de l'Empire britannique, le règlement de l'Empire, avec toutes les indépendances des années 50 et 60, a entraîné beaucoup de discussions sur la nature de la nationalité britannique. À l'époque, quand on était sujet britannique et qu'on habitait au Kenya ou ailleurs, si on n'avait pas en plus un droit de résidence en Angleterre, on n'avait pas le droit d'y aller nécessairement. C'est pas parce qu'on était sujet britannique qu'on avait le droit d'y aller. Et entre autres, les habitants originaux du Kenya, les Kenyans d'origine, eux, qui étaient aussi sujets britanniques, n'avaient pas le droit d'aller en Angleterre à leur guise. Et il y a eu tout un travail qui a été fait au cours de la fin des années 40, des années 50, des années 60, pour définir qu'est-ce que c'est que la citoyenneté britannique, qui a le droit de venir, qui n'a pas le droit de venir, etc. Et ça a été un travail qui est encore complexe aujourd'hui. Il y a encore une dizaine de catégories différentes de citoyenneté en Angleterre encore aujourd'hui. Donc, lorsqu'on disait à l'époque, même jusqu'au début du siècle dernier, c'est-à-dire du 20e siècle, au Québec, il y a les Canadiens et ailleurs, il y a les Anglais. D'abord, c'était faux parce qu'on était tous Anglais, donc on est tous sujets britanniques. Mais sociologiquement, c'est un peu vrai parce que l'idée qu'on est des citoyens de pays qui est le Canada, c'est quelque chose qui est assez récent. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais tantôt, cette citoyenneté légale, elle est née en 1947. Et à partir de ce moment-là, on va reconnaître, si on entre dans le sujet là, de la double citoyenneté, le Canada va autoriser la double citoyenneté. Il va cependant la restreindre, cette double nationalité, mais ne la prohibera pas. D'ailleurs, il y a très peu de pays qui prohibent comme telle la double nationalité. Mais en passant, un État ne reconnaît pas la double citoyenneté la plupart du temps. Il ne fait que l'autoriser ou la tolérer, en fait. Alors, François Crépeau, donc, c'est un phénomène qui commence de façon un peu anodine, donc c'est un fait que l'on reconnaît, mais il y a quand même eu, dans le passé relativement récent, des États qui refusaient la double nationalité. Par exemple, aux États-Unis, on disait, pour devenir citoyen américain, il faut renoncer aux autres nationalités. C'est-à-dire, dans le serment d'allégeance américain, au moment où on acquiert la citoyenneté américaine, il y a un paragraphe dans lequel on abjure tout autre lien d'allégeance avec d'autres pays. Sauf que ça n'est pas mis en œuvre. Et que la plupart des immigrants aux États-Unis conservent leur nationalité d'origine. Certains en ont 2, 3, 4, ça dépend de l'histoire personnelle de chacun. Il y a des régimes différents selon les pays sur la double nationalité. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des pays qui interdisent la double nationalité? Oui, il y a des États qui interdisent la double nationalité, qui disent, par exemple, toute citoyenneté acquise à l'extérieur vaut renonciation de notre nationalité. Et donc, on peut très bien avoir. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on est informé de la chose. Et donc, les individus, très souvent, n'informent personne. Ils obtiennent une nationalité ailleurs, n'informent pas leur État d'origine. Alors, comment faire? D'autres pays, comme l'Italie, vont avoir, au contraire, une attitude complètement inverse.
les Italiens de l'étranger votent pour le Parlement. Ils ont leurs propres députés au Parlement italien. Ouais. Donc, on a l'inverse. On Ouais. a la reconnaissance qu'il y a des Italiens à l'étranger qui ont d'autres nationalités et qui habitent à l'étranger. Et à eux, on va dire, on veut que vous veniez, que vous restiez dans l'orbite politique de l'Italie, que vous votiez pour vos députés. Ouais, ils en ont quoi, une quinzaine? Et en fait, à une élection, ça a fait la différence entre la gauche et la droite. Ça peut Ce qui faire est la énorme. différence. Ce qui est énorme, oui. Mais donc, il y a des situations. Alors, dans la définition de jusqu'à quand on peut garder sa nationalité, François Crépeau, vous disiez tout à l'heure, pour le Canada, depuis peu, on ne peut pas habiter à l'étranger et donner la citoyenneté canadienne par naissance au-delà de 2 générations. Oui. Dans d'autres pays, c'est différent. Alors, dans un texte que vous avez publié récemment pour l'IRPP avec une collègue de Toronto, vous donnez cet exemple. Un bébé qui est né aux États-Unis d'un touriste australien qui était là peut-être illégalement sera citoyen des États-Unis et de l'Australie, mais un bébé né en Australie d'un touriste américain travaillant sans ses papiers sera citoyen des États-Unis, mais pas de l'Australie. Absolument. Bon, ça, c'est à cause de la non-conformité des règles de 2 nationalités C'est ça. d'un pays à l'autre. Oui, parce que par exemple, pour l'Angleterre comme pour l'Australie, la condition pour qu'un enfant qui naît en Australie soit australien ou britannique dans ce cas-ci, c'est que ses parents ont un statut légal sur le territoire. Donc, ils ont institué la règle que si vous êtes un migrant qui n'a pas les papiers adéquats, vos enfants ne peuvent pas être citoyens. Ce qu'on n'a pas au Canada, ce qu'on n'a pas aux États-Unis. Alors, ce sont finalement des différences qui sont mineures et on voit que les gouvernements modifient selon le débat politique un certain nombre de ces règles. Mais parlons de 2 choses en particulier. D'abord, bon, sur le droit de vote, vous avez donné l'exemple de l'Italie, qui est probablement l'exemple maximaliste. Les Français également, les Français de l'étranger votent beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui, eux, limitent le droit de vote de façon plus restrictive aux citoyens qui ne sont pas sur le territoire, aux citoyens qui ont la double nationalité, qui doivent faire un choix? Je ne pourrais pas dire pour ce qui est du droit de vote, mais il y a certainement des pays qui, comme on l'a dit tantôt, prohibent la double nationalité. Donc, par ce fait, les citoyens n'auront pas de droit de vote. Alors, on parle de la Chine, de l'Inde, de la Norvège, le Japon, entre autres. Il y en a même qui vont jusqu'à criminaliser le fait de vouloir exercer une autre citoyenneté. C'est le cas de l'Arabie saoudite, par exemple. Donc, il y a, pour ce qui est d'empêcher le droit de vote, généralement, ça sera plutôt lié aux capacités politiques qu'on reconnaîtra aux citoyens. C'est-à-dire? Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'Australie, les députés du Parlement fédéral australien ne peuvent pas avoir de double citoyenneté. Donc, il y a des conséquences politiques importantes qui sont attachées et on voit ça comme étant un élément important là, pour assurer la cohésion politique, la cohésion nationale d'un pays, d'avoir des députés qui n'auront qu'une nationalité au lieu d'en avoir une double ou une multiple. C'est le cas aux États-Unis où le président américain doit être né aux États-Unis. Il pourrait techniquement avoir la double nationalité, cependant, non? Le président américain? Oui. Techniquement, il pourrait. Ouais. Il doit être né aux États-Unis. Ce serait très mal vu. Ça pourrait. Alors, c'est ça. Ouais. Ici, au Canada, on a eu ce débat autour de Michaël Jean, qui avait une nationalité canadienne et française, et de Stéphane Dion. Il n'y a rien qui interdit, mais ça peut faire partie du débat politique, tout simplement. C'est-à-dire, il faut se rendre compte que des personnages politiques comme ça, qui sont sur la scène politique internationale et qui doivent négocier avec l'étranger, à partir du moment où ils ont une autre nationalité, on a une conception de la nationalité qui est encore celle d'une allégeance politique, et cette idée de la double allégeance pourrait les placer en situation de conflit, advenant qu'il y ait un conflit, bon, pour Stéphane Dion, entre la France et le Canada, par exemple, ça pourrait le placer. Alors, ce sont des conceptions qui, à mon avis, sont complètement dépassées, mais qui sont encore très fortes au plan politique, puisqu'on les voit qui se manifestent. Je pense que c'est complètement dépassé parce que la conception de la nationalité, de la citoyenneté a beaucoup changé depuis la guerre, certainement, mais plus encore depuis 25-30 ans. C'est ça, parce que c'est un problème de conscription.
si on avait la nationalité, disons, allemande et française, fut des époques où ça aurait posé problème au niveau de la conscription. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des armées nationales sont devenues des armées de métier. Et donc, ce sont des engagés volontaires. Et donc, l'idée qu'on doit choisir entre nos deux services militaires, l'allemand ou le français, n'est plus une idée qui ne justifie plus l'exclusion. Par contre, ce qui est intéressant... Même au-delà de ça, François Crépeau, dans votre texte, vous notez qu'aux États-Unis, maintenant, le recrutement de l'armée américaine se fait y compris chez les résidents américains qui ne sont pas citoyens américains. Parce que l'armée le fait de s'engager dans l'armée permet d'obtenir la citoyenneté américaine. C'est très ancien. Je peux vous dire que mon arrière-grand-père, Crépeau de Marieville au Québec, s'est engagé dans l'armée américaine pendant la guerre civile parce qu'on promettait des terres aux vétérans. Et il y a eu 3 générations de fermiers Crépeau à Saint-Paul au Minnesota, parce qu'il a survécu à la guerre civile, qu'il a obtenu la citoyenneté américaine. Et donc, c'est très ancien comme règle. La Légion étrangère française avait le même genre de rôle. Les légions romaines avaient les mêmes genres de rôle. L'armée, comme mécanisme d'intégration des étrangers à la nation, c'est un régime très ancien. Alors, si quelqu'un qui nous écoute veut devenir américain, il peut aller au consulat, s'engager dans l'armée, et ça peut l'aider. S'il survit, évidemment, au conflit. Voilà. Ouais. Alors, il pourra être peut-être enterré à Arlington avec un drapeau américain, ce sera déjà ça. Voilà. Alors, il y a un autre débat important, c'est celui des droits, parce que là, on compte maintenant les citoyens canadiens, américains, français qui ont la double nationalité, on les compte en millions, et on ne sait pas exactement comment les compter, mais on sait qu'il y en a des millions. Et il y en a qui sont citoyens canadiens résidant à l'étranger, et parfois résidant dans un pays dont ils ont aussi la nationalité. Bon, c'était le cas des Canadiens libyens, pas libyens, mais libanais, qui étaient pris dans la guerre au Liban entre Israël et Hezbollah en 2006, qui a provoqué ce débat au Canada, à savoir, ce sont des citoyens libanais qui sont pris là. Est-ce que le gouvernement canadien doit leur prêter assistance alors qu'ils sont dans un de leurs 2 pays? Et ça a provoqué le débat sur devrait-il y avoir des limites à la double citoyenneté, France? Oui, bien ça, on entre alors dans le domaine de la protection diplomatique quand on parle de cela. Et dans le cas de l'exercice de la protection diplomatique, le Canada exerce une discrétion absolue à cet égard. Donc, le gouvernement peut décider au cas par cas qui bénéficiera de la protection diplomatique ou non, et il n'a pas à justifier les raisons pour lesquelles il l'exercera dans un cas ou dans un autre. Ça, c'est la base légale. Oui. Maintenant, politiquement, comme ces communautés existent, et en plus d'une pression d'un certain nombre de Canadiens, c'est toujours politiquement très difficile de refuser de prêter assistance à un citoyen canadien, quel qu'il soit. Absolument. Et donc, c'est de là que sont arrivées les pressions qui ont été exercées sur le gouvernement Harper en 2006, justement, lors de la guerre du Liban. Et ces citoyens qui sont canadiens et libanais, qui vivent de façon permanente sur le territoire libanais, qui ont demandé alors au Canada de les aider à sortir du Liban à cause de la guerre. Et on se rappellera qu'à ce moment-là, la première réponse de M. Harper a été non. Et il avait tout à fait le droit légalement de dire non, sauf que les pressions politiques ont été telles qu'il a finalement changé d'idée et il a rapatrié ses citoyens au Canada. François Crépeau, je vais poser la question complètement, parce qu'on peut comprendre politiquement ou logiquement parlant que si des Canadiens libanais de 3e génération sont au Liban, est-ce qu'on doit aller les sauver? Mais si on pose cette question-là, la sous-question, c'est jusqu'à quand devrait-on aller les sauver et quand devrait-on arrêter d'aller les sauver? C'est un gros problème de mise en œuvre d'une limite. Pour le Liban, il faut se rendre compte que la population en question, il y en avait à peu près 40 000, était composée de gens qui avaient habité le Canada pendant plusieurs décennies et avaient décidé de prendre leur retraite au Liban. Bien souvent, c'était comme ça que ça s'était passé, dont les enfants et les petits-enfants souvent habitent le Canada. Et on était en plein mois de juillet, si je me souviens bien. Et donc, il y avait beaucoup de familles libanaises qui étaient là-bas en vacances, avec les parents qui prenaient leur retraite, etc. Donc, la situation est beaucoup plus mixte que simplement de dire qu'il y a une population là-bas qui est canadienne, mais qui vit depuis très longtemps au Liban, qui est retournée s'établir, etc. Donc, c'est une situation plus complexe, comme les questions d'identité sont d'ailleurs toujours plus complexes.
le problème qu'on a ici, c'est que, d'une part, France a parfaitement raison, il y a cette liberté absolue du gouvernement canadien de décider à qui octroyer la protection diplomatique, mais nous avons, depuis une quarantaine d'années, une conception de notre rapport à l'État, de notre citoyenneté, qui s'est transformée. Depuis une cinquantaine d'années, on a un État social qui s'est développé, on s'attend à des services gouvernementaux, et quelque part, les gouvernements n'ont plus tellement le choix que de nous octroyer, parce que par la suite, les élections suivantes, les électeurs pas contents pourront voter et les mettre dehors. Donc, il y a une conception politique de la nationalité dans laquelle on exige beaucoup plus de nos gouvernements. Et si le gouvernement est finalement intervenu pour aller sortir ces citoyens canadiens du Liban et les aider à prendre des bateaux qui les amenaient à Chypre et ensuite les avions, c'est parce que ce sont des gens qui sont susceptibles de se retrouver demain matin au Canada et de voter. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va poser, dans ce cas-ci, on a posé la question de la légitimité de leur nationalité. On a parlé d'une nationalité utilitariste, une conception utilitariste de la citoyenneté. Ils n'habitent pas le Canada, mais ils ont un passeport. Comme ça, quand ça va mal, ils peuvent demander l'aide du Canada, etc. On avait parlé de ça beaucoup pour Hong Kong, par exemple, des gens au moment de la transition vers la Chine, qui faisaient toutes les étapes d'acquisition de la citoyenneté canadienne, mais seulement au cas où ça posait problème à Hong Kong. Voilà, mais on ne se pose jamais la question de savoir si les snowbirds, tous nos citoyens canadiens qui partent passer 6 mois moins un jour en Floride, et si on n'exigeait pas 6 mois au Canada pour avoir l'assurance, au Québec pour avoir l'assurance maladie, si on exigeait que 3 mois, ce serait 9 mois en Floride, on ne se pose jamais la question de savoir si ces gens-là ont une conception utilitariste de la citoyenneté et de la résidence. Ils ont passé toute leur vie jusqu'à la retraite au Canada. Voilà. Mais les citoyens libanais en question étaient arrivés au début pour beaucoup d'entre eux, étaient arrivés en 1975 au début de la guerre, sont retournés en 95-2000 une fois que la guerre s'est terminée. Ils ont passé toute leur vie active ici, ils ont des enfants et des petits-enfants qui habitent ici. C'est quoi la différence? Alors, il y a deux propositions qui sont faites et dont vous discutez dans ce texte. C'est que la protection consulaire, c'est une discrétion gouvernementale, mais elle peut se donner des balises, dire, on va l'octroyer à des gens qui, avant de demander cette protection, ont résidé au Canada un certain nombre d'années dans une période précédente. Ça, c'est une chose qui est proposée. Et l'autre chose, c'est de dire, quoi qu'il en soit, on va prêter assistance consulaire, mais la facture reviendra à celui qui en a bénéficié. Que pensez-vous de ces propositions, François? Bien, pour ce qui est de payer la facture, évidemment, la facture peut être plus ou moins salée, tout dépendant des situations. Si on ne fait que perdre son passeport dans un État étranger et qu'on a besoin de se faire émettre un document de voyage par le consulat et de payer l'avion de retour, on va rembourser ces frais-là au gouvernement canadien et ma foi, c'est peu coûteux, finalement, pour obtenir la protection, s'assurer de la protection du Canada. Mais lorsqu'il s'agit d'affréter un bateau de guerre ou encore des avions de l'armée pour aller chercher 40 000 personnes au Liban, là, c'est une toute autre opération et qui peut finalement engager des frais qui sont tellement important pour ces citoyens-là qu'on se demande comment ils pourront les rembourser. Donc, il y a une question d'effectivité aussi de ce genre de mesures-là. Est-ce que oui ou non, on peut demander de rembourser? Oui, sans doute, on peut le faire, mais les coûts qui seront engendrés peuvent être tels qu'à un moment donné, ce n'est plus une loi qui peut véritablement s'appliquer, étant donné les coûts qui seraient engendrés par cela. Alors, François Crépeau, c'est un débat qu'on n'a pas fini d'avoir parce que donc le nombre de citoyens du monde qui auront la double, triple, quadruple, et d'ailleurs, il n'y a pas de limite légale. Rien n'empêche quelqu'un de multiplier... Sauf que sociologiquement, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas au-delà... Est-ce qu'on a vu dans le livre Guinness, quel est le record du... Je suis sûr qu'il y a des records dans le livre Guinness, mais c'est exactement comme la situation des noms au Québec. Quand on a changé la loi sur le nom des enfants, dans lequel les parents pouvaient donner jusqu'à 10 noms différents à leurs 10 enfants. Sociologiquement, ça ne se produit pas. C'est pas comme ça que les gens agissent. Alors, il y en a peut-être un hurluberlu qui le fait, mais c'est pas ça que les gens font. Dans votre famille, je sais, François, que c'est François Crépeau, premier, deuxième, troisième et quatrième. Et vous avez raison, comme ça, on sait qui est appelé à table. Mais si je peux intervenir ici, cette question de mondialisation et de globalisation est très intéressante parce qu'elle a véritablement changé la nature même de la citoyenneté. On est passé à une citoyenneté de nature sociologique. On veut savoir si les gens travaillent, contribuent au patrimoine
d'un territoire en payant des impôts et en participant à la vie publique. C'est ce qu'on veut savoir. Mais c'est une des choses qui est intéressante avec ce débat d'aujourd'hui sur la double citoyenneté est liée, à mon avis, à toute la pénurie de la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Alors, en restreignant les barrières, en restreignant la possibilité d'être double ou triple citoyen, on met des barrières éventuellement aux citoyens canadiens de quitter le Canada. Parce qu'évidemment, on veut les garder, ces personnes. On en a besoin. Ils vont participer à la contribution. Ils vont contribuer économiquement au bien-être du Canada. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Donc, on ne veut pas qu'ils partent. Alors, en commençant à imposer des barrières qu'on pourra continuer à imposer à la douce comme ça, éventuellement, on va limiter la mobilité des citoyens canadiens. Okay. C'est tout le temps que nous avons. On aura encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous. François Crépeau, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous nous suggérez comme plage musicale pour clore notre entretien? Grand-père de Moustaki, dans lequel Moustaki parle à son grand-père, mort depuis longtemps. Son grand-père qui était grec, qui ne parlait pas le français et qui était né à Corfou, et dans la chanson, vous allez entendre, il dit que son grand-père était exilé de Corfou et de Constantinople. Et Moustaki dit à son grand-père, « Je suis de ton pays, métèque comme toi. » Excellent. Merci à tous les deux. Et on écoute, grâce à vous, Georges Moustaki, grand-père. C'est pour toi que je joue, grand-père, c'est pour toi que je glisse mes doigts le long de mes 6 cordes pour réveiller un air tranquille et monocorde. C'est tout ce que je sais faire. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir des émissions précédentes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca. Vous trouverez sur le site également les annonces de nos activités publiques à venir. Vous y êtes conviés. Également, et en particulier, les écoles internationales d'été du Serium qui se déroulent pendant les 2 premières semaines de juillet. Les thèmes cette année, la question de la Chine, le printemps arabe, la Scandinavie, le modèle scandinave, pourquoi est-il un succès, la biodiversité, les droits de l'homme sur Terre et gestion de crise. Vous trouverez tout ça sur le site. Je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognian Guerriev, Charlène Ricard et Félix Lajeunesse. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.